Il y avait deux éléments très importants. D'abord, les réunions de Nairobi. Le premier Nairobi au sommet, le deuxième Nairobi avec la commission et le troisième Nairobi pour les résultats de la commission. Le premier Nairobi, et c'était la grande surprise, c'est que le roi arrive, explique que c'est une situation, mais qu'il accepte qu'il y ait un référendum et que les gens du Sahara se prononcent pour dire s'ils sont marocains ou non. C'était dans ce sens. Et s'ils décident qu'ils ne sont pas marocains, nous verrons. Mais c'est là le défi qu'il a lancé. Il a dit, j'accepte. L'Algérie a été surprise. Il y avait Boumedienne qui était là. Il était complètement transformé de voir le Maroc accepter cette idée. Bon, alors il fallait, après l'acceptation, créer un autre sommet à Nairobi pour décider comment procéder à cette façon de faire. Le roi assiste au premier, il assiste au second sommet, qui a lieu en septembre. Il y avait le premier en avril et le second en septembre, en juin ou en avril. Le second en septembre, pour créer une commission, la commission des sages, où il y avait 5 personnes, dont le Nigeria, et ainsi de suite, le Soudan et tout ça, et pour dire comment procéder à cette commission qui avait été créée, a pris comme temps 6 mois pour se réunir ensuite en février de l'année d'après. Tout le travail était fait, ça, c'est connu, tout ça. Et qu'est-ce que demandait l'Algérie? Il demandait, bon, d'accord, puisque le Maroc accepte de faire le référendum, à condition que le Maroc quitte et l'armée et l'administration et que ce soit géré par l'OUA ou par l'ONU, sont eux qui doivent gérer le territoire. La commission devait se prononcer sur cette question. Alors pendant tout ce temps, d'ailleurs c'était le grand travail qui était fait par la diplomatie, où le roi a lancé son fils, l'actuel roi Sidi Mohamed, avec lequel j'ai fait une tournée extraordinaire en Afrique pour expliquer cette situation. D'ailleurs, il a été toujours bien reçu, il a toujours bien expliqué ce que voulait son père, pourquoi cette situation est fondamentale. Et nous sommes arrivés à la réunion. Le roi ne voulait pas accepter parce que, situation intérieure ici. Et la commission décide que ni l'armée ne quittera, que c'était 1 mois ou 2 mois avant la tenue du référendum, que l'armée se mettra dans son cantonnement. Mais qu'à présent, pour la sécurité, il fallait qu'il reste. Que l'administration doit rester, mais qu'il fera la pointe avec l'administration internationale, mais il ne quittera pas le territoire. Alors ça a créé complètement dans la troisième situation. C'est pour ça que Nairobi a été très utile, d'une part, et d'autre part, nous sommes arrivés à une situation où l'Algérie était complètement détériorée d'avoir créé cette situation. Alors là, moi j'avais quitté les affaires étrangères en octobre 1983. La décision avait été prise en avril ou quelque chose, en 84. C'est pas que... Mais je crois que là, c'était vraiment... Il faut connaître comment les choses se déroulent en Afrique, à l'OUA à l'époque. Et il y avait des erreurs fondamentales, des faux qui avaient été utilisés, des méthodes qui étaient employées, que le Maroc s'interdit d'employer, de corruption et tout ça.
Et ils ont trouvé à la tête de l'OUA comme secrétaire M. Edem Kodjo pour dire que la décision qui avait été prise était prise dans un petit coin au secrétariat, qu'il est rentré dans la salle pour dire la race, pas la race parce que ce n'était pas un État, mais le Polisario est accepté comme État. Comme État. C'était la race qui était acceptée comme État. Et je crois que le Maroc a bien fait. J'étais hésitant à l'époque, je dois vous le dire, de voir que le Maroc allait quitter l'OUA, mais je trouve que la décision a été à bon escient, a été faite à bon escient, parce qu'on ne peut pas, il faut enlever l'ambiguïté. On ne peut pas, à nous deux, représenter le même État. Ou bien c'est vous, ou bien c'est moi. C'est pas possible. Le Maroc ne fait plus partie, parce que l'OUA a évolué vers l'Union africaine. Finalement, c'était une bonne ou une mauvaise décision? La décision de quitter l'OUA a été en elle-même bonne décision. Moi, je suis contre l'idée de dire la chaise vide, parce que je suis toujours là pour expliquer, pour donner notre point de vue, et ainsi de suite. Mais il y a des moments où il faut prendre des décisions, peut-être pénibles, mais il faut les prendre, parce qu'il fallait lever l'ambiguïté. On ne peut pas accepter d'être à côté de quelqu'un qui dit « je représente une partie de ton territoire ». Ça, il faut lever l'ambiguïté. Et je crois que ça n'a pas... D'ailleurs, beaucoup de gens ont compris à l'époque. Beaucoup de pays ont demandé à ce que l'affaire soit liquidée, soit réglée, qu'on garde le Polisario et la race de l'autre côté, que le Maroc reste assiégé. Le Maroc a refusé. Et je crois que cela n'a pas empêché le Maroc de garder beaucoup de contacts, peut-être de meilleurs contacts avec beaucoup de pays africains. Il n'y a qu'à voir actuellement quel est le rayonnement du Maroc à travers l'Afrique, et sur le plan politique, et sur le plan culturel, et sur le plan économique. Actuellement, ça n'a pas... Au contraire, moi je crois qu'il fallait expliquer cette idée qu'on ne peut pas. Et puis surtout, il fallait donner un exemple. Parce que l'OUA a commencé à utiliser des méthodes qui n'étaient pas toujours... On ne peut pas actuellement dire des choses... Moi, je m'interdis de dire certaines choses que j'ai vues, mais parce que ça porterait tort à moi-même et à l'Afrique. Mais la situation, il fallait y mettre un terme. Et Edem Kodjo, je lui ai dit d'ailleurs, je l'ai rencontré après une décision qui n'était pas du tout valable. Tant sur le plan de la procédure, parce qu'il fallait un tiers bloquant et le tiers était largement dépassé. Le nombre des membres de l'OUA était de 42 et elle avait à l'époque 19. C'était beaucoup plus que le tiers qui bloquait. Lui a décidé de dire, bon, puisque le Maroc ne veut pas venir, et ainsi de suite. C'était une décision qui... Et puis actuellement, le problème ne se pose plus.